Naomi et Andrew, des Australiens en voyage de noces. Natalia, son mari Sergueï et leurs amis Anna et Natacha, un groupe de Russes. Ils ont tous le même objectif, gravir la montagne la plus haute d'Europe, le Mont Blanc. Mais vont-ils réussir? Froid, manque d'oxygène. À 4810 mètres, chaque pas est une épreuve. Et l'accident est vite arrivé. Pourtant, de plus en plus de touristes tentent l'ascension. Nous avons voulu comprendre pourquoi. Notre histoire commence 3 mois plus tôt à Moscou. Pour réussir l'ascension, ça ne se fait pas en quelques jours. Il faut se préparer pendant 1 an. Et une fois là-bas, il faut s'habituer à l'altitude. Pour avoir une bonne condition, il faut faire des exercices. Moi, personnellement, je fais du yoga et mon mari, il fait du vélo. Les professionnels de l'alpinisme recommandent de s'entraîner à la course à pied avant une ascension. Mais Natalia et Sergueï ont choisi vélo et yoga. Lors d'un précédent voyage, ils ont déjà été au pied du Mont Blanc. C'est à ce moment-là que j'ai eu un rêve. J'ai dit à Sergueï, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, on pourrait escalader le Mont Blanc. Et Sergueï m'a répondu, pourquoi pas? Il a bu du vin, il a dit que tout allait bien se passer. Mais je me souviens, ça m'a fait peur. Je voyais tous ces gens minuscules. Ils montaient, montaient, montaient. Je pensais que c'était impossible. J'arrive. Ce soir, c'est réunion de crise de l'accord des Russes. Salut. Entrez, entrez. L'itinéraire était prévu depuis longtemps, mais la donne a changé. Il y a un obstacle imprévu sur le chemin vers le sommet. Le Mont Blanc est ici. Où ça? Ici. On a appris que depuis juin cette année, il y a les gendarmes sur le chemin. Et ils ne laissent plus passer des gens avec leurs tentes. Nous voulons camper car dans nos tentes, nous serons en tête-à-tête avec la nature. Il n'y a que nous et la montagne. C'est la bonne et véritable ascension. J'aime cette fusion avec la nature. Du coup, il faut trouver une autre voie, loin des regards des gendarmes. On passe par où? Par le Mont Blanc du Tacul? Oui, par le Mont Blanc du Tacul. Et puis par le Mont Maudit. C'est la partie la plus effrayante. On passe entre les rochers. Regardez, c'est un endroit très étroit. Seule alternative, le chemin des 3 monts. Le chemin des 3 monts, le voici. 10 heures d'escalade sur des pentes glacées, un risque élevé d'avalanche. Une voie qui demande beaucoup d'expérience. C'est un pari audacieux pour atteindre le sommet. Mais pas question pour les Russes de prendre un guide. Nous voulons y aller par nous-mêmes. Notre voyage commence quand nous nous asseyons autour d'une table pour réfléchir au chemin. C'est une chose importante de rêver et d'organiser. Et si nous avions un guide, il dirait « allez par-ci, allez par-là ». Peut-être nous préférerions passer ailleurs. Du coup, le chef de cordée, c'est Sergueï. Donc, vous acceptez le danger.
Oui, oui, on accepte. Nous acceptons le danger. Oui, j'ai compris. Oui, oui, bien sûr. Les Russes ne sont pas les seuls à vouloir faire le Mont Blanc. La montagne agit comme un aimant et attire des touristes du monde entier. En été, la population de Chamonix est multipliée par 5. Le business de la montagne tourne à plein régime. Qu'ils viennent des États-Unis, de Chine ou des pays arabes, ils sont tous fascinés par la majesté de cette montagne. Même si la plupart se contenteront de photos prises de la station, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir vivre l'aventure, suivre les traces des premiers alpinistes. C'est le cas de Naomi et d'Andrew. C'est parti? Bonjour. Je m'appelle Andrew Je m'appelle Naomi. et nous voulons faire le Mont Blanc. Nous étions là-haut et nous avons vu le Mont Blanc qui est de l'autre côté. C'est le plus haut sommet de l'Europe et nous voulons l'escalader ensemble. On espère y arriver. On croise les doigts. Naomi et Andrew ont quitté Sydney il y a 6 mois pour faire un voyage de noces qui va durer 1 an. Contrairement à nos amis russes, ils ne connaissent pas bien la haute montagne. Nous avons toujours fait un peu d'escalade. Nous aimons les randonnées, être dehors. Quand nous étions au Pérou, nous avons fait un stage d'alpinisme de 6 jours. Nous avons appris les bases, comment marcher dans une cordée, comment utiliser le piolet et les crampons. Et après ça, nous avons escaladé le Yanapacha, qui fait 5800 mètres. D'abord, on s'entraîne pendant 5 jours sur le glacier et après, c'est le sommet. La Cordillère Blanche est un bel endroit pour apprendre. Il y a tellement de montagnes à faire. On peut choisir son niveau. Nos maîtres de stage nous ont dit « Maintenant, vous pouvez faire le Mont Blanc ». Alors, on va essayer. Pourquoi pas? C'est la plus haute montagne d'Europe. C'est technique, mais pas trop technique. On peut y aller sans guide. On peut essayer tout seul grâce à notre stage au Pérou. Et c'est excitant d'essayer de faire le Mont Blanc tout seul. Le Mont Blanc, seul, sans guide. Et personne pour leur conseiller le bon matériel. Pourtant, en haute montagne, une erreur d'équipement peut être fatale. Ici, à Chamonix, cela n'inquiète personne. La ville est devenue le supermarché de l'alpinisme. Veste grand froid, mousqueton, piolet, gants. Naomi et Andrew ont l'embarras du choix. Mais quand on a un petit budget, ce n'est pas toujours facile de trouver chaussures à son pied. Dites-moi, bonjour. De quoi avez-vous besoin? 2 kits d'équipement et les casques. Ok, d'accord. On what size? Quelle taille pour les chaussures? 43. 39. Je sais pas, moi. Celles-là sont OK, Andrew? Ça va, elles sont pas trop mal. Il y a un peu d'espace ici dans la chaussure. Mais la taille en dessous était trop serrée. C'est la seule paire qu'ils ont alors. Mais je me sens bien dedans. Voici votre facture. La location est pour 3 jours. 2 paires de crampons, 2 harnais, casque, 2 paires de chaussures et 2 piolets. Voici le prix total. Vous payez quand vous ramenez l'équipement. OK pour vous? Merci beaucoup et bonne chance pour le Mont Blanc. Bonne chance pour le Mont Blanc. C'est la seule chose qu'on va dire aux Australiens. Personne ne cherche à s'assurer que le couple a bien le niveau pour faire l'ascension. Les Australiens vont s'engager à leurs risques et périls. À Chamonix, il y a même moyen de trouver des compagnons de cordée à la toute dernière minute. C'est ce que Naomi et Andrew voulaient faire. Si un de nous deux tombe dans une crevasse, c'est difficile de le sortir de là tout seul. C'est pour ça que nous voulions trouver une personne en plus pour former une cordée de 3. C'est un peu plus sûr.
Comment vous avez procédé pour trouver quelqu'un? Nous avons écrit nos noms. Vas-y, raconte-le, toi. Tu peux le faire, toi. On s'est inscrit dans un livre à la Maison de la Montagne. Vous y laissez un message et vous demandez si quelqu'un est intéressé pour grimper avec vous. Vous laissez vos coordonnées et si quelqu'un est intéressé, il vous contacte. Et quelqu'un vous a contacté? Non. Même si ça ne marche pas à tous les coups, des petites annonces pour confier sa vie à de parfaits inconnus, à Chamonix, c'est normal. Une des rares personnes qui dénonce cette mentalité, c'est le maire de la petite ville de Saint-Gervais. Le Mont Blanc se trouve sur sa commune. Pour Jean-Marc Payex, la situation ne fait qu'empirer. On arrive maintenant à des situations où sur Internet se forment des cordées, où les alpinistes se retrouvent à la gare du tramway du Mont-Blanc à Saint-Gervais, et sans jamais avoir pratiqué ensemble, sans même jamais avoir partagé quelque chose ensemble pour se sonder, eh bien, ils vont mettre leur propre vie ou celle des autres en danger. Et ce qui est navrant, parce que jamais, moi, je considérerais que la vie humaine n'a pas d'importance, quand on voit qu'une Russe a été quasiment abandonnée sur le dôme du Goûter par ses compagnons. Elle a été abandonnée parce qu'elle ne pouvait pas remonter et que les compagnons ne pouvaient pas aller la chercher. Eh bien, le temps que les secours arrivent, elle est morte. Et on ne peut pas se satisfaire de ça. Et ça, la vraie responsabilité, elle appartient non pas au maire, non pas au préfet, mais à tous ceux qui font croire que le Mont Blanc, tout le monde peut le faire et qu'il ne faut pas qu'il y ait de règles. Et je pense que quand on accepte aujourd'hui de dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans la montagne, on accepte aussi de porter la responsabilité des morts. Et il y en a eu. Cordial du Dragon, on a décollé de la DZ. Ok, bien pris de cordial. Ils sont au refuge ou alors ils sont un petit peu à l'extérieur? Alors en info, ils sont sur l'arête au-dessus du refuge. Très bien. Ok, bien pris. Effectivement, en 10 ans, plus de 150 personnes sont mortes dans le massif du Mont Blanc. Avalanches, mauvais temps, chutes. Dans ce milieu extrême, l'aventure peut tourner au drame en quelques minutes. Malgré ces risques en haute altitude, les campements sauvages poussent un peu partout. Leurs occupants attendent parfois plusieurs jours la fenêtre idéale pour atteindre le sommet. Les autorités françaises sont dépassées par le phénomène. Le maire de Saint-Gervais fait face comme il peut. Depuis cette année, il fait appel à des gendarmes pour empêcher le camping hors zone autorisée. Le camping de Tétros. Donc là, on est sur la voie normale du Mont Blanc, qui est un peu plus haut. Ici, on est à 3200 mètres. En fait, c'est le seul endroit où le camping est autorisé, à partir duquel les gens peuvent camper et faire une ascension du Mont Blanc. Après, sur toute la partie haute, ils n'ont plus le droit de camper. Et donc là, il faut qu'ils puissent soit monter directement au sommet, soit faire étape dans les refuges en ayant réservé auparavant. Pendant leur patrouille, les gendarmes scrutent le matériel des alpinistes. Mais ils ne peuvent pas leur interdire de monter. La seule chose qu'ils puissent faire, c'est leur donner des conseils. Bonjour. Bonjour. Vous montez au refuge? Oui. Vous allez passer la nuit On va passer la nuit au Goûter et on va essayer de faire le Mont Blanc demain puisqu'ils annoncent une petite fenêtre au moins le matin. D'accord. Pendant que je suis là, est-ce que vous conseillez de cramponner d'ici ou ça passe en godasse? Un peu les deux. Ce qu'il y a, c'est que ce matin, il y avait une fine pellicule de glace avec la neige dessus. Du coup, c'était mieux de cramponner. Après, là, c'est un peu plus mou. Peut-être que dans la voie, on les mettra, on verra. Ouais. Bon, en espérant que vous ayez le créneau météo. Sympa, merci. Bon courage. Une tente hors de la zone autorisée attire l'attention des gendarmes. Bonjour.
Where are you from? D'où venez-vous? Danemark. Du Danemark. So it's, us and Et il y a nous et les deux là-bas. are with you? Ils sont avec vous? Okay. Oui, Nous sommes là pour prévenir les gens qu'il est interdit de camper plus haut. oui, on sait. On sait. Vous êtes au courant, c'est seulement cette zone. Quand nous sommes arrivés, la tente a été emportée par le vent. Elle était là-bas. Mais des gars vraiment sympas nous ont mis de grosses pierres dedans. In the Hier après-midi, nous sommes montés au refuge. Ils nous ont laissé dormir dans la salle des équipements. Et à 1h du matin, nous sommes allés au sommet. Ok, that's good. Thank you. Donc ça, ouais, c'est des gens, ça correspond à l'esprit de ce qu'on attend dans la montagne parce qu'ils utilisent les endroits où le camping est autorisé et après, du coup, ils vont pas laisser du matériel dans des endroits non autorisés qui sont exigus comme l'arête derrière le refuge du goûter. Non, Natacha. On la met dans l'autre sens. Natalia, Sergueï et leurs amis reviennent d'un glacier. Ils y ont passé plusieurs jours pour s'acclimater à l'altitude avant l'ascension finale. C'est comme la résidence du président Poutine. Ils ont commencé à vivre leur aventure. Bien sûr, eux ont fait du camping sauvage. Nous sommes arrivés au refuge. Nous avons vu qu'il n'y avait pas de place pour mettre notre tente. Le relief y était très raide. On ne pouvait pas mettre de tente. Et on ne voulait pas dormir dans le refuge. La propriétaire du refuge nous a indiqué une grotte un peu plus haut. Là, il n'y avait pas besoin de tente. On a juste mis des tapis et des sacs de couchage. On a préparé à manger. On a dîné avec une vue sur le glacier. C'était le géant ou la mer de glace? Le géant. Ah oui, le géant. Après le coucher de soleil, on est allé dormir. Et la nuit, il y a eu des chutes de sérac. Ça fait beaucoup de bruit. Oui, c'était un ice fall. Et tout était en bas. Au-dessous, il y avait le glacier et après le coucher de soleil, la glace s'est mise à bouger. Et de gros morceaux de glace sont tombés en bas en se brisant. C'était impressionnant. Mais ces chutes de glace peuvent déclencher des avalanches. C'est ce qui s'est passé ici quelques jours plus tôt, exactement à l'endroit où le groupe veut passer pour aller au sommet. 2 personnes sont mortes, emportées par la coulée de neige. Depuis, les guides de haute montagne évitent cette voie. Le risque d'avalanche est toujours maximal. Mais les Russes veulent passer par là. Moi, personnellement, je suis prête à prendre des risques. Les avalanches, c'est le hasard. Personne n'en est responsable et ça n'a rien à voir avec ma forme physique. Je crois que c'est stupide de changer de chemin. Si mon destin est de mourir dans les montagnes, c'est comme ça. « 5 heures du matin. Naomi et Andrew sont déjà debout, prêts pour la première étape de leur ascension vers le Mont Blanc. Comment vous sentez-vous ce matin? Je me sens nerveuse. Pourquoi es-tu nerveuse? À cause de l'effrayante montagne. Ça va être un défi. Mais j'espère amusant. Je sens que j'ai besoin d'un café. Et toi? La nuit leur a porté conseil. Le couple a décidé d'être plus prudent. La montagne a fini par leur inspirer du respect. Ils feront le chemin en 3 jours au lieu de 2. Ils prendront la voie classique et dormiront sagement à tête rousse, le dernier campement autorisé. Nous avons un long chemin à faire aujourd'hui. Vous pensez être bien préparé pour ça? Non. Non. Nous nous sommes préparés au mieux. Aussi bien que des Australiens peuvent le faire. Nous ne vivons pas en France. Nous avons fait tout ce qui était possible. Maintenant, il faut voir.
Tout débute par une petite balade pittoresque. Le tramway du Mont Blanc les emmène au Nid d'Aigle, à 2300 mètres d'altitude. C'est à partir d'ici que leur aventure en haute montagne commence. Ok. Comment tu dis prêt en français? Allons-y is let's go. Allons-y. I don't know. Oui. Ok, vamos. I mean, allons-y. Des chutes de pierre, écoute. Tu as entendu les chutes de pierre? Non. Pour arriver à Tête-Rousse, ils doivent gravir 900 mètres de dénivelé dans une ambiance lunaire où la chaleur s'accumule. Avec une bonne dizaine de kilos sur le dos, Naomi et Andrew n'avancent pas vite. Tu peux passer ta vie devant des jeux vidéo et tu peux te plaindre d'un tas de choses. Mais si tu viens ici, tu te testes toi-même. Tu repousses les limites de ton corps. Tu es dans la nature et tu essayes de survivre. Ce qui m'effraie le plus, c'est que peut-être nous n'allons pas y arriver, parce que nous ne sommes pas assez forts, ou le temps va se gâter, ou peut-être l'altitude va nous poser des problèmes, mais maintenant je me sens bien. C'est l'altitude qui m'inquiète le plus. Mais avancer lentement nous aidera à nous adapter. Aujourd'hui, Naomi et Andrew iront seulement jusqu'au refuge de Tête-Rousse. Ils dormiront une première nuit ici, à 3200 mètres, pour s'acclimater à l'altitude. Ils veulent éviter le mal des montagnes. Symptômes, maux de tête et vomissements. Le camping. Il y a même de l'eau, Andrew. Il aura fallu 3 heures pour arriver au campement. Là, c'est sec. La plupart des tentes sont vides. Leurs occupants sont partis à l'assaut du sommet. D'autres grimpeurs se reposent de leurs exploits. Andrew, il n'y a que des pierres ici. Il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser. T'es sûr? Comment tu la sens? On peut toujours bouger la tente si c'est vraiment trop inconfortable. Une fois la tente posée, sur le sol rocailleux, Naomi et Andrew repèrent leur chemin pour le lendemain. Demain, nous allons tout là-haut. 700 mètres pour atteindre le refuge du goûter. Regardons si on peut voir le goûter. Oui, c'est là-haut. On doit éviter beaucoup de chutes de pierre. C'est pour ça que nous sommes tous les deux très effrayés. De l'humour pour exorciser leur peur. Le couloir du goûter, c'est un des passages les plus dangereux de l'ascension. Des chutes de pierre y sont très fréquentes. Il faut être vigilant à tout instant et traverser ce passage au plus vite. Interdit de trébucher. La pente ne paraît pas si raide, mais en réalité, il n'y a aucune possibilité de s'accrocher. Ici, il est rare de survivre à une chute. Pour cette raison, l'endroit est aussi appelé couloir de la mort.
Mais à Chamonix, c'est l'omerta. On parle le moins possible des accidents. Le drame ne cadre pas avec l'image idyllique de la montagne. Nous avons eu le plus grand mal à trouver une personne qui veuille témoigner. Pourtant, ici, beaucoup de gens connaissent quelqu'un qui est resté là-haut. C'est le cas de Debbie. Cette Écossaise passe tous ses étés à Chamonix. Elle aussi évite de montrer ses émotions. Mais au moins, elle nous parle. Son meilleur ami est mort dans le couloir du goûter. C'était il y a 6 ans. Steven était un ami de la famille. Il y a quelques années, il voulait faire le Mont Blanc. Pour ça, il fallait qu'il traverse le grand couloir. Quand la neige et la glace fondent, il y a beaucoup de chutes de pierres, mais vous devez passer par là, vous n'avez pas le choix. Quelqu'un est passé devant lui et cette personne a été blessée par une pierre. Steven a vu ce qui s'est passé et il est allé l'aider. Malheureusement, à ce moment-là, d'autres pierres sont tombées et mon ami a été tué. Quand ça devient personnel, quand c'est quelqu'un que vous connaissez, ça vous fait réfléchir. Vous entendez des histoires de personnes mortes en montagne, mais bon, on ne se sent pas concerné. Quand c'est quelqu'un avec qui vous avez grimpé et passé du temps, ça change votre façon de voir les choses. Il y a des gens qui savent très bien que c'est dangereux là-haut, mais ils se disent on peut toujours appeler l'hélicoptère de secours. Et des gens qui pensent comme ça, comme la personne qui a traversé devant mon ami, ces gens peuvent causer la mort d'une autre personne. Nous nous attendions à ce que les secouristes soient excédés par cette situation, car eux se mettent en danger pour secourir des alpinistes pas toujours responsables. Mais le discours est tout autre. Circuler, il n'y a rien à voir. Combien de morts j'ai pu voir dans le couloir? En 20 ans? Allez, je dirais, c'est une moyenne peut-être de 4 morts par an, 4 ou 5 morts par an dans le couloir du goûter. C'est peu. C'est dur, ce que je vais vous dire. C'est peu. On regarde la fréquentation du couloir du goûter. C'est peu. Pourquoi vous trouvez que c'est peu? Parce que si on voit parfois le couloir du goûter, je vous dirais, c'est un véritable pèlerinage quoi, pour monter jusqu'au refuge du goûter. 4 ou 5 morts sur, je ne sais pas, c'est des centaines de personnes qui montent faire le Mont Blanc chaque été et qui passent par le couloir du goûter. Je dis des centaines, pas une centaine, des centaines. 4 à 5 morts chaque année, rien qu'ici. Est-ce vraiment acceptable ? Malheureusement pour notre couple australien, le temps se gâte. Les prévisions météo pour le lendemain ne sont pas bonnes. Il va falloir être prudent. On va partir tôt pour le goûter. On va voir comment la météo va évoluer cette nuit. Que pouvons-nous faire de plus? Le mauvais temps arrive, il faut s'assurer que c'est sans danger. Mais pour mardi matin, quand nous irons au sommet, les prévisions sont bonnes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je l'espère. Le lendemain, c'est encore pire que prévu. Un vent de 60 km/h a décollé des morceaux de rocher en amont. Ils tombent dans le couloir de façon imprévisible. Naomi et Andrew passent tout juste entre deux chutes de pierre. Un seul mot d'ordre, quitter cet endroit aussi vite que possible.
Au bout de 3 heures, Naomi et Andrew sont enfin en sécurité au refuge du goûter. Nous avons attendu un peu car des gens redescendaient et ils traversaient de l'autre côté. Nous avons attendu. Puis quelqu'un a crié caillou et nous avons entendu ça. On les voyait arriver comme ça. C'était comme si quelque chose grognait, comme si un hélicoptère arrivait. Les pierres nous passaient par-dessus. Elles avaient la taille d'un ballon de foot. Non, plus gros, peut-être comme ça. C'était fou. Ce sont les chutes de pierre les plus dangereuses que j'ai jamais vues. Et apparemment, c'est toujours comme ça. On a eu de la chance. De leur camping, les Russes observent le mauvais temps. Le chemin des Trois Monts a disparu dans les nuages. Là-haut, plus aucun repère pour s'orienter. Quelle grisaille, quel cauchemar. Oui. Hier, c'était pareil. C'est la grisaille qui nous a fait peur, et pas les prévisions météo. On ne les croit pas trop. Chez nous, en Russie, souvent, les prévisions sont fausses. Mais là, on voit les nuages. Hier, on a regardé la webcam de l'aiguille du Midi, et c'était le brouillard le plus complet. On change d'itinéraire parce que le temps s'est dégradé. On ne veut pas prendre de risques. La sécurité, c'est primordial. Cette décision ne plaît pas à tout le monde. Un peu déçu, oui. En plus, j'ai l'impression que demain, il va faire beau. Mais bon, la décision est prise. La sécurité est primordiale. Donc, on va prendre la voie classique. Son mécontentement, Natacha le fera sentir dès le départ du camping. Elle marchera devant. Très vite, le reste du groupe est largué. Ils retrouveront Natacha au camping de Tête-Rousse bien après. Les guides de notre équipe de tournage commencent à être inquiets. L'un d'eux, James, met en garde le groupe des Russes. Là-haut, il fait froid. On sait ça. Dis, on a froid juste aux pieds ou partout? Le problème, c'est les chaussures. Mais James, ces chaussures, elles sont déjà montées à 6200 mètres. Quand nous sommes allés sur l'Island Peak, dans l'Himalaya, elles ont très bien supporté l'ascension. Elles sont très chaudes et en Gore-Tex. Et celle-là? Aussi en Gore-Tex. Ne t'inquiète pas. Pour aujourd'hui, la discussion s'arrêtera là. Mais James n'est pas rassuré. « 3 heures du matin. Les grimpeurs partent du refuge du goûter. C'est la dernière étape vers le sommet. Naomi et Andrew se préparent. Attention à tes cheveux. Encore une couche. Ready? Bye bye, Naomi. Tu as besoin que je défasse quelque chose sur la veste? Non, non, je dois juste tirer. Okay. Thank you. Okay. Comment vous sentez-vous? Ready. Prêt. And you? Et vous? Nous aussi. Let's do it. Allez, c'est parti. Hopefully the weather is J'espère que la météo sera bonne et qu'il n'y aura pas trop de vent. Listo? Pour aller au sommet, il faut marcher pendant 5 heures. Sur la crête au-dessus du refuge, le vent se fait sentir. Un vent qui souffle de plus en plus fort. Par moments,
il atteint 80 km/h. Il devient de plus en plus difficile d'avancer. Au lever du jour, la température tombe à moins 25 degrés. Au bout de 3 heures de lutte, les grimpeurs n'ont d'autre choix que d'interrompre leur ascension. Tout le monde se réfugie dans le dernier abri avant le sommet, une cabane appelée Valo. À l'intérieur, les alpinistes s'entassent. Mais Naomi et Andrew ne sont pas dans cette foule. Fred, le guide qui accompagne le caméraman, est inquiet. Il part à la recherche des Australiens. Nous attendons. « 20 minutes plus tard, il revient. Heureusement, avec Naomi et Andrew. Ils s'étaient perdus en chemin. Naomi est frigorifiée, à la limite de l'hypothermie. Sa veste n'est tout simplement pas adaptée à ces températures. Alors Naomi, comment te sens-tu? J'ai très froid. Mes mains sont en feu, mais sinon ça va. On attend le lever du soleil. Le plus raisonnable serait de redescendre à cause du vent. Nous voulons vraiment atteindre le sommet. Alors vous attendez? On attend. Oui, on attend un peu. Puis on voit comment le vent évolue. Vous êtes un peu déçu? Oui, bien sûr. Mais c'est une bonne expérience. Cette montagne est magnifique. Nous avons vu beaucoup de choses. Bien qu'ils aient frôlé la catastrophe, Naomi et Andrew persistent. Ils espèrent récupérer leurs forces et avancer. C'est un pari risqué, car rester à 4400 mètres les expose au mal aigu des montagnes. Des œdèmes peuvent se former dans le cerveau. L'issue peut être fatale. Fred, notre guide, nous oblige à descendre. Il tente de convaincre les Australiens de retourner avec nous, en vain. Mais finalement, eux aussi reviennent au refuge de goûter. Ce jour-là, personne n'est monté au sommet. Sur les autres montagnes que nous avons faites, il faisait moins 5 ou moins 8. On n'a pas l'habitude d'un froid comme ça. Oui, nous sommes typiquement australiens. Nous avons l'habitude qu'il fasse chaud. Nous avons peut-être sous-estimé la météo. Ils disent que la moitié des gens n'arrivent pas au sommet. C'est ce vent terrible qui les empêche de monter. Ça arrive sur toutes les montagnes, mais peut-être plus sur le Mont Blanc. Ça vous fait apprécier un peu plus Mère Nature et réaliser qu'on ne peut pas tout conquérir. Mère Nature a été plus forte. Mère Nature gagne toujours. Et il faut respecter Mère Nature, c'est sûr. Au même moment, les Russes montent vers le refuge du goûter. Une ascension laborieuse qui prendra plus de 4 heures au lieu de 2 heures et demie. Un rythme trop lent, constate notre réalisateur Stéphane qui monte avec eux. Il est persuadé que les Russes risquent leur vie s'ils vont vraiment sur le Mont Blanc. Mais eux sont toujours confiants. On avance, mais pas très vite. Si nous marchons doucement, notre respiration n'est pas comme ça. Nous allons à notre rythme pour ne pas devoir faire trop de stops et continuer le plus longtemps possible. On fera tout pour arriver au sommet. Mais entre midi et 2 heures, ce sera notre deadline. À 2 heures, c'est la limite complète. Si nous ne sommes pas près du sommet, nous rebroussons chemin. Stéphane est très inquiet. Avec James, son guide, il décide de leur parler franchement. Cette fois-ci, ils veulent les faire redescendre. Nous sommes inquiets car vous marchez très lentement.
Si vous partez à 3 heures du matin pour arriver au sommet à 14 heures, ça fait 11 heures de marche. C'est trop. Vous n'allez plus avoir les forces pour redescendre. La première partie du chemin du retour vers Valo est très dangereuse, car c'est une crête et il ne faut surtout pas tomber. Si vous êtes un peu fatigué, c'est très risqué. Vous avez compris? Oui, oui, bien sûr, on a compris. Normalement, on ne part pas avec des clients qui ont des chaussures de trek. C'est trop dangereux car ces chaussures-là ne sont pas assez solides pour les crampons. En plus, il faut que cette partie-là de la chaussure soit haute pour maintenir la cheville. Stéphane, ce ne sont pas des chaussures de trek. Nous les avons achetées pour les crampons. Oui, mais elles sont souples. Non, elles ne sont pas souples. Tu ne peux pas faire ça. Tu peux tester. De mon point de vue, vous n'avez pas assez d'expérience. C'est une crête comme ça la dernière heure. À 4 sur une même corde, si l'un de vous tombe, pouvez-vous le retenir? De vous 4, c'est Natacha qui a le plus d'expérience. Mais elle ne peut pas retenir 3 personnes. Ça, c'est sûr. Moi non plus, je ne peux pas. 4 personnes sur une même corde, vous allez voir beaucoup de gens ici qui font ça. Mais pour moi, c'est totalement fou. Ok, même si nous sommes russes, nous ne sommes pas totalement fous. Toi, en tant que guide, as-tu vu beaucoup de gens tomber? Oui, à cause des mauvais crampons ou parce qu'ils étaient malades. Si vous n'avez pas de bonnes chaussures pour les crampons, puis vous avez le mal des montagnes, vous risquez de trébucher. Dans l'Himalaya, j'ai perdu beaucoup d'amis dans des accidents stupides. Essentiellement parce qu'ils étaient malades à cause de l'altitude extrême, un peu comme ici. Nous sommes presque à 5000 ici. C'est déjà assez haut. Donc le mal des montagnes, la fatigue, ça devient très dur. D'après ce que je comprends, ils veulent quand même monter pour voir. Notre décision est la suivante. Nous ne voulons pas prendre de grands risques. Nous voulons rester en vie et voir d'autres montagnes. Si nous sentons un danger, quel qu'il soit, nous reviendrons sur nos pas. Personne ne peut empêcher le groupe russe de tenter le sommet. Mais peut-on continuer comme ça? Faut-il accepter que de plus en plus de touristes se mettent en danger? Le maire de Saint-Gervais veut un changement radical. Hors caméra, il nous dit qu'il faudrait carrément interdire l'accès du Mont Blanc aux amateurs sans guide. Il défend l'idée d'un parc national. Qu'est-ce qui est négatif dans le fait qu'on vous demande d'inscrire sur un registre que vous allez faire le Mont Blanc, de dire que vous êtes passé au refuge du goûter? Si jamais il se passe quelque chose, est-ce que c'est pas aussi ça la sécurité, de savoir que quand on recherche quelqu'un, il a une traçabilité? Et on est quand même dans la protection de la vie humaine. Et je crois que ça mérite de temps en temps que peut-être un gendarme vienne, que peut-être un guide nous dise, que peut-être un gardien de refuge nous raconte que c'est pas le moment et qu'il faut partir demain parce que la météo sera pas bonne. Mais le maire prêche dans le désert. Il ne faut surtout rien changer. C'est ce qu'on nous dit un peu partout dans la vallée. Nous, on s'était dit, si on avait un carrefour de rue quelque part, avec 4-5 morts par an, on y ferait quelque chose, non? Les pouvoirs publics interviendraient? Oui, mais on peut construire des carrefours de route, on peut faire des ronds-points, on peut mettre des feux rouges, on peut mettre des tunnels et tout. Là, on est dans un domaine naturel, sauvage, et les gens, on revient toujours à... Les gens sont conscients du risque. Alors, on ne va pas transformer la montagne. Il y a des personnes qui voudraient réglementer la montagne. Bon, c'est encore un des derniers espaces naturels et sauvages, avec ses risques, bien sûr. Mais après Chamonix, le Mont Blanc, c'est quelque chose de mythique. Les gens viennent du monde entier pour faire le Mont Blanc. Comment leur dire, on va faire quoi? Un téléphérique qui va monter au Mont Blanc?
il y aura beaucoup moins de monde qui viendra prendre ce téléphérique. Tant pis alors pour ceux qui sous-estiment le danger. S'ils y restent, c'est bien leur problème. Retour au refuge du goûter. C'est au tour des Russes de partir pour le sommet. J'ai tout oublié. Où est le devant, où est le derrière? Le devant, je crois que c'est là où il y a les deux dents. Vous êtes prêts? Dans 2 minutes. Notre but maintenant est d'aller jusqu'au premier refuge. Comment il s'appelle? Valo? Oui, Valo. Après, on va voir. En fonction de notre état, de la météo. Combien de temps tu as préparé le Mont Blanc? 2 ans. Je me suis préparée pour l'ascension pendant 2 ans. On y va. Le groupe russe a de la chance. Presque pas de vent. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour respecter le timing. Maintenant, il est 5h30. James, combien de temps est-ce qu'on a mis pour arriver ici? 2h50. 2h50? C'est bien, non? C'est un bon temps. Rappelle-toi, je te l'ai dit hier. Nous n'aimons pas les rochers. Nous nous sentons mieux sur la neige. Tu as froid? J'ai un peu froid. Sergueï, ça va? Oui. Toi, tu as froid ou tu es juste fatigué? Je suis fatigué. Tu vas te reposer maintenant. C'est dur d'être en tête de la cordée, non? Ouais. Natalia et Sergueï décident d'entrer dans l'abri Valo. Après quelques minutes, Sergueï va mieux. Notre équipe se place un peu plus loin pour filmer le groupe sur la dernière crête. Au bout d'un quart d'heure, ils arrivent. Mais surprise complète, Natacha et Anna sont encordées avec un autre homme. Natalia et Sergueï ne sont plus là. Sergueï a eu très froid. C'est pour ça que Sergueï et Natalia ont décidé de descendre. Lui, c'est une connaissance à nous, Volodya. Il va au sommet lui aussi et on lui a proposé d'y aller ensemble. J'y vais parce qu'ils m'attendent. Natacha et Anna ont eu de la chance. Volodya est un Russe qui connaît déjà le Mont Blanc. Les 2 dernières heures sont les plus dures à cause du manque d'oxygène. Mais Natacha et Anna tiennent bon. À 8h15, c'est enfin la victoire. Oui, on est très contents. C'est tellement beau ici. Très beau. Quand je montais, ce n'était pas dur du tout. Je regardais juste à droite et à gauche. Je contemplais cette beauté. Avec le lever du soleil, on voyait toutes les crêtes. La lumière était remarquable. Donc je savourais tout ce que je voyais. J'ai même oublié que mes pieds commençaient à geler et que j'avais froid aux doigts. C'était très beau et j'éprouvais de la joie.
On a rencontré Volodya sur le chemin vers Tête-Rousse. Lui, c'est un alpiniste très expérimenté. D'où venez-vous? De Moscou. Au départ, je voulais monter seul. Mais il est tombé sur nous. Et nous, on lui a foiré son ascension en solitaire. Si Anna et Natacha ont fait l'exploit de l'ascension, Sergueï, lui, a peut-être réussi un exploit encore plus grand, celui de renoncer. Je crois que cette fois-ci, la montagne n'a pas voulu nous accepter. Dès le matin, ça a été difficile. J'avais du mal à marcher. On a mal choisi nos vêtements. On a eu chaud au départ et j'ai beaucoup transpiré. Et après, avec le vent froid, j'ai été complètement gelé. Je n'arrivais plus à me réchauffer. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'en poursuivant, j'allais freiner l'avancée de la cordée. J'allais devenir un fardeau. Donc j'ai pris la décision de faire demi-tour. Quand nous sommes arrivés au refuge du goûter, j'ai pleuré. Je voulais tellement faire le sommet. J'avais beaucoup de force, j'aurais pu y aller. Je me sentais bien acclimatée et j'avais un bon pressentiment. J'aurais pu courir. Et quand je voyais Sergueï assis dans la neige, je lui ai dit « Repose-toi 5 minutes ». Et j'ai couru sans corde pour voir les autres. C'était si beau. Je les voyais monter. Puis je suis revenue vers Sergueï et j'ai dit « S'il te plaît, on peut y aller, nous aussi ?» Mais il a dit non. Et je suis redescendue avec lui. Parce que j'ai eu peur. C'était la raison principale. Je l'aime. C'est vrai. Je t'aime beaucoup plus que n'importe quelle montagne. Le sommet, sans toi, j'en ai rien à faire. C'est vrai. C'est mon mari, le seul. Ça fait 30 ans. L'année prochaine, on va fêter nos 30 ans de vie commune. C'est la personne qui m'est la plus proche. Tant pis pour le sommet. C'est pas grave. L'ascension se termine bien pour nos Russes. Peut-être aussi grâce au conseil de Stéphane et James. Naomi et Andrew voulaient aussi faire le Mont Blanc tout seuls. Mais que serait-il arrivé si Fred n'avait pas été leur ange gardien? Des milliers d'autres alpinistes amateurs se lanceront dans l'aventure l'été prochain. Forcément, certains ne redescendront pas.